Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le thème des cycles et des crises. Le trend de croissance analysé sur 2 siècles donne un taux annuel moyen aux alentours de 2%. Cependant, la croissance n'est pas linéaire, mais ponctuée de crises. Doit-on alors considérer les cycles comme des déséquilibres indésirables, ou au contraire sont-ils de simples fluctuations inhérentes à la croissance? L'activité économique est rythmée autour de 2 phases clés, que sont l'expansion et la phase de récession, et connaît 2 retournements, la crise et la reprise. Chaque phase impacte l'économie en termes d'investissement, de crédits accordés, de niveau de production, d'emploi, salaire, de niveau du profit, d'inflation ou de baisse des prix. La théorie traditionnelle met en avant que l'économie subit des fluctuations que nous appelons cycles. Il est possible de distinguer 3 cycles principaux, les cycles longs ou cycles Kondratiev, qui sont des cycles d'une durée de 40 à 60 ans, composés de 2 phases, la phase A, phase d'expansion, et la phase B, phase de récession. Pour l'économiste autrichien Schumpeter, l'irrégularité du progrès technique et des innovations explique l'irrégularité de la croissance. On distingue également les cycles des affaires ou cycles majeurs identifiés par l'économiste français Clément Juglar. Il s'agit cette fois de cycles de 6 à 10 ans, composés de 2 phases et de 2 retournements. Selon lui, c'est la surchauffe de l'économie qui déclenche la crise. Il s'agit alors d'une crise d'assainissement. Selon lui, l'économie est toujours en déséquilibre par excès ou insuffisance de croissance. Enfin, on distingue les cycles mineurs ou cycles Kitchin d'une durée voisine de 40 mois et qui seraient dus au stockage et au déstockage des entreprises. Revenons sur les cycles Kondratiev et l'analyse qui en est faite par Schumpeter qui met en avant l'importance du progrès technique et des innovations. Le cycle 1 se situe pendant la révolution industrielle avec pour innovation majeure la machine à vapeur et l'essor de l'industrie textile. Les innovations du cycle 2 correspondent au chemin de fer et à l'industrie sidérurgique. Au début du XXe siècle, le moteur à explosion, l'électricité, l'invention de l'automobile et le développement de la chimie vont permettre la naissance d'un nouveau cycle. Le 4e cycle correspond à la période des 30 Glorieuses avec le développement de l'automobile, de l'électroménager ou de nouveaux matériaux comme le PVC. Sommes-nous dans un 5e cycle Kondratiev qui s'appuierait sur les NTIC, sur Internet, sur les biotechnologies? Il est difficile d'en donner la réponse. Dans l'analyse de Schumpeter, les phases ascendantes, phase A, correspondent à la mise en œuvre de grandes innovations. Les branches motrices de l'économie vont déclencher des investissements qui vont ensuite se transmettre à l'ensemble des autres secteurs de l'économie en créant un effet d'entraînement. On parle de grappe d'innovation. A l'inverse, les phases de déclin ou phase B correspondent à l'arrivée à maturité des branches motrices qui entraînent une baisse des investissements, une baisse de la rentabilité et un plus faible progrès technique. On note ici que les différents cycles peuvent se superposer, entraînant une amplification ou une atténuation des conséquences économiques. Dans l'analyse libérale, la crise est majoritairement un phénomène exogène. Pour les classiques et les néoclassiques, l'économie est censée s'auto-réguler. La crise ne peut donc être due qu'à un mauvais fonctionnement des marchés, ou bien à des variables exogènes comme notamment les chocs pétroliers des années 70, la montée des NPI ou des périodes de guerre. La crise pourrait provenir aussi de variables endogènes non pas au marché mais à l'économie, du fait des interventions de l'État, entraînant une rigidité des marchés et un éloignement du modèle de la concurrence. La théorie du cycle réel apparaît dans les années 80. Les auteurs Prescott, Kydland et Barrow mettent en avant que les fluctuations résultent de chocs d'offres réels comme le progrès technique et la productivité. Pour eux, les cycles ne sont que des orientations de la croissance. Il n'y a donc aucune raison de distinguer la croissance des crises, puisque ce ne sont que des ajustements nécessaires qu'il ne faut pas corriger. Les auteurs sont donc opposés à toute politique conjoncturelle contracyclique. La crise peut aussi être vue comme un phénomène endogène. Pour Sismondi, Malthus ou Marx, la crise est inhérente au système capitaliste. Il s'agit d'une crise de surproduction liée à la faiblesse de la demande et à la faiblesse des revenus. La théorie keynésienne met également en avant l'insuffisance de la demande. Pour eux, l'économie ne s'autorégule pas. L'intervention de l'État est donc nécessaire pour effectuer une relance de l'économie.
Mais, dans un contexte de mondialisation des économies, celle-ci risque de dégrader le commerce extérieur. Aussi, une coordination internationale semble nécessaire. Enfin, pour l'école française de la régulation, les grandes crises correspondent à des changements profonds dans les modes de régulation de l'économie et des entreprises. Ainsi, l'économie est passée d'une régulation par la concurrence au XIXe siècle à une régulation monopoliste après 1945. Le développement du Fordisme accompagne les Trente Glorieuses, mais celui-ci connaîtra une crise à partir de 1970, notamment du fait du ralentissement de la productivité du travail. Enfin, ces auteurs mettent également en avant la crise de la régulation étatique à partir du début des années 80, au profit d'une régulation davantage orientée par le marché. Balayons maintenant quelques crises des XXe et XXIe siècles en commençant par la crise de 1929. Les années 20 sont des années de très forte croissance économique accompagnées d'une montée de la spéculation. L'année 1929 constate un ralentissement de l'économie avec une chute très nette de la production automobile et de l'industrie du fait d'un manque de capitaux. 22 octobre, aucun acteur sur les marchés, la bourse baisse de 22%. 29 octobre, 16 millions de titres seront bradés dans la panique. Pour Schumpeter, cette crise correspond à la fois à un point de retournement d'un cycle Kondratiev et d'un juglar. Il s'agit pour lui d'une crise d'assainissement. La crise entraîne la baisse des crédits distribués, une nette baisse de la consommation et de l'investissement, de la production et la montée du chômage. Les prix diminuent de 30% entre 1929 et 1932. L'économie entre en déflation. Les investissements directs à l'étranger américain se réduisent nettement et Roosevelt va lancer le New Deal en 1933. La crise s'étend à l'échelle de l'Europe. On constate une montée du protectionnisme, des tensions dans l'Europe, soit les prémices de la Seconde Guerre mondiale. On note ici que les États-Unis et la France mettront 10 ans pour retrouver leur niveau de PIB d'avant 1929. La crise de 73-75 a 5 explications différentes. Tout d'abord, la hausse du prix du pétrole. Parallèlement, le compromis fordiste est en crise. On constate une baisse de la productivité, une montée des conflits par réaction au mode de travail qui est imposé. Par ailleurs, l'économie connaît une saturation de la demande en biens durables. On note également le développement d'une concurrence internationale avec les 4 dragons, Taïwan, Singapour, Hong Kong et la Corée du Sud. Enfin, ce sera la fin du système monétaire de Bretton Woods. Les conséquences sont nombreuses. Une montée de l'inflation, une montée parallèlement du chômage, on parle alors de stagflation, la baisse de l'investissement et un développement des dérèglements financiers internationaux. La crise de 92-93 est une crise européenne. Elle a 2 origines principales. Tout d'abord, l'incertitude sur l'adhésion au traité de Maastricht de la France et du Danemark. Par ailleurs, les attaques spéculatives sur la livre sterling qui vont la contraindre à sortir du SME en septembre 92, attaque de George Soros et de son fonds spéculatif. Pour limiter les risques de fluctuation des devises, le SME va décider d'élargir ses marges de fluctuation à plus ou moins 15% lors de l'été 1993. La deuxième explication de la crise provient d'une politique monétaire très restrictive menée par l'Allemagne, qui à la fois est en train de financer sa réunification par emprunt et de lutter contre l'inflation. Les conséquences sont nombreuses. Tout d'abord, une hausse des taux d'intérêt en Allemagne pour attirer les capitaux, puis en France pour éviter justement ces fuites de capitaux et stabiliser le franc français. Globalement, on observe une montée de la spéculation, une baisse de l'investissement corporel, une baisse de la consommation, une tendance de l'économie à la déflation et le développement du chômage et de la précarité. Parallèlement, les crises se multiplient à l'échelle internationale tout au long des années 90. Ainsi, le Mexique sera incapable de maintenir son ancrage avec le dollar américain. Les marchés financiers vont mettre en doute la capacité du Brésil à faire face à ses déficits budgétaires et à maintenir l'ancrage avec le dollar américain. Et la Russie fera défaut en 1998 pour le remboursement de ses obligations, entraînant des attaques spéculatives contre le rouble. Pour expliquer la crise asiatique, il faut rappeler que les différentes monnaies, sauf le yen, sont ancrées au dollar américain avec une parité fixe. Revenons au début des années 90. L'Asie est la zone économique dont la croissance est la plus forte. Ceci attire les capitaux étrangers, entraînant ainsi une élévation des taux d'intérêt. 2 problèmes à l'origine de la crise.
Tout d'abord, l'appréciation du dollar américain du fait d'une politique de lutte contre l'inflation. Un dollar qui s'apprécie avec des monnaies qui sont ancrées implique des monnaies asiatiques qui elles aussi vont s'apprécier, avec pour conséquence de perdre en compétitivité sur les flux commerciaux avec le Japon. Par ailleurs, le retour sur investissement des capitaux occidentaux est beaucoup trop faible, entraînant une perte de confiance des investisseurs et un retrait massif des capitaux. Un dollar qui s'apprécie et des retraits massifs de capitaux ne sont plus compatibles avec l'ancrage, entraînant ainsi la dévaluation des monnaies asiatiques. La Thaïlande est la première concernée. Les bourses asiatiques vont s'effondrer et la crise va s'étendre à l'échelle internationale. La crise de 2001-2002 a deux origines. Tout d'abord, le surinvestissement dans le secteur des nouvelles technologies, entraînant une baisse du taux de profit, une baisse des investissements et l'éclatement de la bulle Internet. Par ailleurs, on note le manque de transparence dans la gestion des grands groupes avec ce que l'on a appelé les affaires Enron, WorldCom. La conséquence sera un krach boursier et une désaffection de la bourse au profit de l'immobilier. La crise de 2007-2008 s'explique par la formation d'une bulle immobilière liée à des taux d'intérêt excessivement bas aux États-Unis qui vont entraîner une forte distribution de crédits qui seront revendus à des investisseurs internationaux après avoir été titrisés. Face à la remontée des taux d'intérêt, de nombreux ménages vont se retrouver insolvables et les banques ne parviendront pas à se faire rembourser. Malgré les garanties, le marché immobilier va s'effondrer et les créances titrisées vont perdre de leur valeur. Cette crise aura pour conséquence plusieurs faillites bancaires, dont la Lehman Brothers, la chute des places boursières avec un effet domino sur la planète. On entre dans une récession mondiale fortement destructrice d'emplois. Pour faire face à cette crise majeure, les États vont intervenir en empruntant massivement sur les marchés financiers. La conséquence est évidemment la dégradation des finances publiques, tant sur le plan du déficit que de la dette. Plusieurs pays se retrouvent en situation d'insolvabilité, la Grèce, l'Espagne, le Portugal notamment. On est passé d'une crise financière à une crise souveraine et globalement une crise de l'Europe. Les pays du Sud, tous membres de l'Union monétaire, ne pouvant donc plus dévaluer, vont mettre en œuvre d'autres outils pour rechercher la compétitivité. Celle-ci va passer par la baisse des salaires, la baisse du salaire minimum, des charges et de la protection sociale. La France se retrouve face à un dilemme. Faut-il d'abord rétablir nos finances publiques ou maintenir le niveau de la dépense publique pour ne pas tuer la croissance ? Le début du XXIe siècle semble lui également ponctué par des crises. La Grèce a fait preuve d'un manque de transparence vis-à-vis des investisseurs et du reste des pays membres de l'Europe, avec un endettement voisin de 120% et un déficit de 15,5% de son PIB en 2009. L'Espagne connaît également une crise du fait de la bulle immobilière entre 1999 et 2008. La dégradation de la note de la dette espagnole par les agences de notation va entraîner de nombreuses fuites de capitaux. La Russie se retrouve à nouveau face à une crise entre 2014 et 2015 du fait des sanctions économiques de la part de l'Europe suite à l'annexion de la Crimée et de la baisse des prix du pétrole. La Chine est également concernée, elle va connaître un mini-krach boursier en 2015 avec l'effondrement de la bourse de Shanghai et l'impact sur les grandes bourses internationales. Voilà, nous avons terminé ce thème qui fait partie du thème 6 lorsque nous sommes en face-à-face en cours. Vous retrouvez ici les différentes ressources à votre disposition, l'adresse mail pour me contacter, le blog avec les QCM en ligne et les deux chaînes YouTube Gestion et Économie.